rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bien, je souhaite la bienvenue à tout le monde une nouvelle fois. Le juge Bossa avait une question, je lui donne la parole. Good morning once again, everyone. I have two questions, but the first one goes to counsel for Mr. Blegude. Nous n'entendons pas la juge Bossa. Nous ne pouvons pas interpréter, nous n'entendons pas la juge Bossa. Live time. I heard you say that Judge Tafusa. La juge Bossa, le juge Tarfusser a indiqué dans son opinion séparée que quelle que soit la norme appliquée en cette affaire, il n'y avait pas de preuve de toute façon. Alors, j'ai deux questions à poser. Premièrement, est-ce que je vous ai bien cité? Et si oui, comment est-ce que la Chambre d'appel peut être certaine de la base sur laquelle le juge a analysé les éléments de preuve? Première question. Et deuxième question, est-ce que la justice de la procédure signifie quelque chose dans le cadre de la Cour pénale internationale? Merci. Monsieur Knops. Maître Knops, merci, Madame le juge. Pour ce qui est de votre première question, effectivement, c'est une citation du paragraphe 68 de l'opinion du juge Tarfusser. Je cite, « Le président, désolé de vous interrompre, est-ce qu'il a dit que de toute façon il n'y avait pas de preuves ou bien est-ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour prononcer une condamnation? Est-ce que vous pourriez vérifier, s'il vous plaît, parce que ça fait peut-être une différence. Maître Jacobs, le paragraphe 68, c'est « il n'y avait pas de preuves ». Pas de preuves pour fonder la décision de la majorité quant à la nécessité pour la cause de la défense de pouvoir modifier la norme appliquée. Donc, il n'y avait pas de preuves, même prima facie. Pour ce qui est de votre deuxième question, est-ce que le juge Tarfusser, enfin, comment est-ce que la Chambre d'appel peut être certaine que le juge Tarfusser avait bien digéré tous les éléments? Enfin, la réponse est assez évidente. La longueur de la décision de la majorité parle d'elle-même. Le juge Tarfusser, comme le juge Henderson, ont bien digéré l'ensemble de la cause de l'accusation et sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas de preuves. D'autant plus, si vous prenez le paragraphe 5 de l'opinion du juge Andersen. Est-ce que vous l'avez pour moi, paragraphe 5? Je vais retrouver le passage précis.
que les interprètes n'ont pas sous les yeux pour le moment. Le paragraphe se lit comme suit. Le juge Tarfusser était tout à fait en accord avec ce paragraphe. L'enquête de l'accusation a résulté en un déséquilibre partiel et en un portrait non convaincant de ce qui s'était passé pendant la préparation ainsi que pendant ces mois maudits de 2011 et 2012 avec la capture de M. Gbagbo pour issue finale. Alors, le juge Tarfusser a adopté l'opinion du juge Anderson sans réserve. Il a donc examiné les éléments de preuve de l'accusation, mais également l'historique de l'affaire. Donc, il a pris en compte la totalité des éléments de preuve et les juges ont même observé qu'il n'y avait pas l'ombre d'une preuve pour étayer cette affaire, pour poursuivre le procès. Ces mots du juge Anderson parlent d'eux-mêmes. Les juges ont examiné de manière scrupuleuse la preuve. Pour ce qui est de votre dernière question, Madame le juge, justice de la procédure, est-ce que cela signifie quelque chose pour cette Cour? Bien entendu. Mais je cite à nouveau le juge Carmonceau. Il n'y a pas de... Vous voulez dire Carmona, dit le président. Le maître Knops, oui, effectivement, Carmona. Il n'y a pas de droit endémique à prononcer un verdict de culpabilité. Bon, la justice de la procédure, c'est une justice substantielle. Comme le suggère l'accusation, s'il y avait eu des erreurs de procédure commises devant cette Cour, commises par la Chambre de première instance, et que cela avait conduit à une injustice de la procédure, mais tout le monde est d'accord pour dire que sur le fond de l'affaire, la justice a été rendue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'ombre d'un élément de preuve à la conclusion de la présentation des moyens de l'accusation. L'accusation a eu toutes les possibilités de présenter ces moyens et il n'y a pas eu de problème médico-légal ou autre, problème juridique comme dans l'affaire Ruto et Sang. Et nous sommes convaincus que sur le fond, la justice a bien été rendue. Ce type de justice prévaut sur la justice de la procédure et la même chose est valable pour les victimes. Le président, merci beaucoup, Maître Knops. Nous devons maintenant aller de l'avant. Nous sommes bien conscients du fait qu'il y a d'autres conseils qui souhaiteraient s'adresser à la Cour. Comme je l'ai indiqué précédemment, il y aura un moment que les conseils pourront utiliser pour présenter leurs derniers arguments. Et ils auront cette possibilité, donc ils auront la possibilité de dire ce qu'ils souhaiteraient dire à ce moment-là. Mais nous avons envisagé d'accepter également des écritures complémentaires. Nous allons en délibérer à la suite de ces audiences. Je vais maintenant donner la parole
aux parties pour intervenir sur le sujet suivant, c'est-à-dire la mesure à adopter, la mesure corrective à adopter. Je vais d'abord donner la parole à l'accusation. Madame Brady, bonjour. Je vais prendre la parole au nom de l'accusation pour vous présenter des arguments en ce qui concerne la mesure corrective. Je dirais tout d'abord que l'accusation n'a pas changé sa position à l'égard de cet appel. Dans notre mémoire en appel, nous avons demandé à la Chambre d'appel de renverser la décision et déclarer que le procès était entaché de vices et de renvoyer l'affaire devant le procureur pour qu'elle décide de la suite à donner. 4 mois plus tard, en février 2020, le procureur a confirmé que s'il était fait droit à son appel, elle les rejugerait. C'est donc la même mesure corrective que nous continuons à requérir. Avant de entrer dans les détails de ce point, je voudrais revenir sur la suggestion qui a été faite selon laquelle nous n'avions pas demandé un nouveau procès lors de dans notre mémoire en appel. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas demander maintenant un nouveau procès puisque nous ne l'avions pas expressément réclamé dans notre mémoire en appel. Pour dire les choses clairement, Monsieur le Président, nous ne demandons pas à la Chambre d'appel d'ordonner directement un nouveau procès. Néanmoins, vous pourriez le faire si vous considériez que c'est bien là la bonne mesure à demander. En d'autres termes, si la Chambre d'appel n'est pas liée à la requête de l'accusation, Monsieur Blais-Goudet s'appuie sur Gotovina, l'affaire OTPY, pour affirmer que la Chambre ne doit pas poursuivre sur une mesure qui n'a pas été réclamée par l'accusation. Dans cette affaire Gotovina, la Chambre d'appel avait renversé les condamnations, mais n'avait pas évoqué la possibilité d'un nouveau procès. Même le juge Robinson, qui était le seul juge en appel à exprimer ou à évoquer expressément cette possibilité, il ne l'a pas fait. Il n'a pas exprimé ce facteur comme étant une raison pour ne pas demander un nouveau procès. Nous avons des références à ce sujet dans notre écriture. En fait, Monsieur le Président, les chambres d'appel des tribunaux ad hoc ne se sont pas senties liées par la mesure corrective demandée par l'accusation. Et vous trouverez des exemples de cela dans notre liste de référence au B1. Celebici, Stanicic et Simatovic et Mouvouni. Ce sont les références. Pour ces deux dernières, Simatovic et Mouvouni, eh bien, ces deux dernières sont particulièrement pertinentes étant donné qu'un nouveau procès a été ordonné, bien qu'aucune partie ne l'ait réclamé. De la même façon, à la CPI, Monsieur le Président, la Chambre d'appel n'est pas liée par la mesure corrective sollicitée. Nous avons des exemples au B2 de notre liste, y compris l'arrêt en appel Bamba et consorts et également la décision Banda et Gerbeau. Ce que cela signifie, c'est que si vous concluez que la majorité a commis une erreur au sujet du moyen 1 ou du moyen 2 ou de les deux, alors, outre la mesure corrective sollicitée, vous pourriez envisager d'autres mesures dans le cadre de votre mandat, y compris le renversement des acquittements et directement ordonner un nouveau procès.
Pour ce qui est de la mesure possible, un renversement des acquittements et ordonner qu'un nouveau procès se poursuive devant la chambre de première instance, à notre avis, ce n'est pas viable à cause des problèmes liés à la reconstitution de la chambre de première instance et les évidentes questions de préjugés si les juges de la majorité devaient reprendre l'affaire. Enfin, si vous considérez qu'un nouveau procès est fondamentalement incompatible avec l'idée d'un procès équitable et sans retard, potentiellement, vous pourriez casser la décision, annuler les charges à titre définitif, c'est-à-dire sans autoriser la possibilité d'un nouveau procès. Deux commentaires. Nous ne sommes pas tout à fait certains que cette mesure existe dans le statut. Et deuxièmement, ce n'est pas ce que nous recherchons. Par conséquent, je ne vais pas approfondir cette question. En ce qui concerne le mistrial, donc déclarer que le procès a été entaché de vices. Eh bien, nous avons déposé d'abondantes écritures récemment sur cette mesure, ce qu'elle signifie, ses effets, sa source dans le statut, etc. Donc, je ne vais pas répéter ce que nous avons déjà développé de manière complète dans nos écritures. Mais je voudrais simplement évoquer deux points soulevés par la défense au sujet de cette déclaration de procès entaché de vices. D'abord, les arguments de M. Gbagbo. Il fait valoir que notre mesure sollicitée équivaut à un abus de procédure parce que nous n'avons pas montré que la décision de la majorité était déraisonnable. Et hier, nous avons entendu un argument similaire au sujet du moyen 1. C'était hier, je crois, oui. Hier, effectivement. Monsieur Jacobs a indiqué que notre appel était incohérent parce que nous ne remettions pas en cause les acquittements. Madame Narayana a évoqué ce point hier. Bien entendu que nous remettons en cause les acquittements. C'est bien pour cela que nous interjetons appel. Nous remettons en cause les acquittements. Nous demandons à cette chambre d'appel de renverser les acquittements sur la base des procédures juridiques et des erreurs de procédure et juridiques qui ont été identifiées. Nous ne sommes pas tenus en plus de déclarer cette décision ultime comme étant déraisonnable. Cela équivaudrait pour un appelant qui soulève une erreur de procédure de devoir présenter en outre ce qui clairement est en contradiction avec les termes express de l'article 81.1. Comme je l'ai déjà déclaré lundi, la nature et la gravité des erreurs ont à ce point entaché la prise de décision de la majorité que cela ne pouvait pas déboucher sur un résultat fiable et juste. Et puis, j'en arrive à l'autre argument de M. Gbagbo. Il dit qu'il y aurait cette épée de Damoclès qui serait suspendue de manière permanente au-dessus de sa tête. Le procureur a déjà confirmé, nous l'avons dit lors de l'audience de février 2020 et également dans notre écriture récente, le procureur a confirmé qu'elle prendrait sa décision sur un nouveau procès et sur la portée de celui-ci sans attendre dès que l'arrêt en appel aura été prononcé. J'en arrive maintenant à un point qui a été soulevé hier par M. Blais-Goudet, et d'ailleurs que nous avons évoqué dans notre écriture récente. Notre requête en vice de procédure n'est pas contraire à l'article 61.9 et à la jurisprudence autour de cet article. En effet, déclarer le procès entaché de vice aura pour effet d'annuler les charges à titre définitif. Et en tant que tel,
L'autorisation de la Chambre n'est pas nécessaire. Dans ce scénario, en effet, le procureur devra faire confirmer les charges à nouveau avant d'entamer le nouveau procès. Les décisions Kenyatta et Mutaura, qui ont été citées par M. Blé-Goudé, ne montrent pas autre chose. Le procureur a dû obtenir la permission de la Chambre de première instance pour annuler les charges existantes, sans préjudice du fait qu'elle puisse présenter de nouveau des charges à l'avenir, ce qui serait le cas ici. Et elle s'est engagée à prendre une décision à cet égard aussi rapidement que possible. Pour conclure, quelques remarques sur un nouveau procès. Nous avons à cet égard développé de longs arguments dans notre écriture récente. Nous sommes bien conscients, évidemment, qu'une décision sur un nouveau procès suppose un rééquilibrage complexe d'un certain nombre d'intérêts concurrents. Le temps qui s'est écoulé depuis les crimes, les difficultés pour obtenir des éléments de preuve, le temps déjà passé en détention et une oppression potentiellement indue exercée sur les personnes acquittées s'il y avait un nouveau procès. Ce sont tout à fait des facteurs pertinents. Nous ne sommes pas en désaccord à ce sujet. Mais de notre point de vue, il y a des facteurs opposés qui font peser la balance en faveur d'un nouveau procès, en particulier la gravité des crimes et le droit du procureur et des victimes, et bien entendu l'intérêt du public à obtenir justice et à voir l'affaire jugée par une chambre qui respecte les procédures appropriées. Enfin, une dernière remarque s'agissant d'un argument développé par M. Blé-Goudé, d'ailleurs, l'estimation faite par M. Blé-Goudé que ces nouvelles procédures prendraient, à son avis, 5 à 10 ans pour arriver à leur terme. À notre avis, c'est une position exagérément pessimiste, étant donné les modalités que nous avons déjà évoquées dans nos écritures et qui permettraient un nouveau procès rapide. Je voudrais confirmer qu'aujourd'hui, l'intention du procureur est bien d'entamer un nouveau procès si l'appel était accepté. Mais elle ne prendra la décision qu'une fois que l'arrêt de la Chambre d'appel aura été prononcé et puis également à la lumière des constatations de la majorité des juges et du juge dissident et de l'état présent des éléments de preuve et de la coopération. C'est une approche prudente qui prouve bien le soin que le procureur prendra avant de lancer un nouveau procès. Enfin, j'aimerais m'inscrire en faux contre la suggestion des deux équipes de la défense selon laquelle nous souhaiterions un nouveau procès pour obtenir en quelque sorte de meilleurs éléments de preuve ou davantage d'éléments de preuve, ce qui n'est pas le cas. L'ambition du procureur pour un nouveau procès est bien plus modeste. Elle souhaite que des charges aussi graves que celle-ci soient jugées par une chambre de première instance qui suit les prescriptions clés en matière de procédure du statut pour prendre sa décision et applique une approche claire et commune au sujet de la norme de la preuve avant d'évaluer les éléments de preuve. De cette façon, nous aurons effectivement une décision juste et solide pour étayer ou pour faire en sorte, que la vérité soit établie et que les victimes de cette affaire soient prises en compte. Celle-ci et la communauté internationale. Merci. 20 minutes. Merci beaucoup.
Maître Massida, vous avez la parole. Maître Massida, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne vois pas ma caméra, donc est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez? Le Président, nous vous entendons et nous vous voyons, Maître Massida. Donc, poursuivez. Et si jamais on ne vous entendez pas ou on ne vous voyez plus, je vous le dirai. Maître Massida, je vous remercie. Les événements de la crise post-électorale qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire entre le mois de novembre 2010 et le mois d'avril 2011 ont et continuent à avoir des répercussions graves et importantes pour les victimes participantes. En dépit de l'acquittement, les victimes continuent à croire qu'un jour, justice leur sera rendue. En fait, les victimes estiment que la mesure corrective appropriée dans cet appel est l'annulation de la décision de l'acquittement telle que l'a indiqué l'accusation au paragraphe 49 de ses écritures en réponse aux questions de la Chambre, et ce, afin que les acquittements soient cassés et annulés, pour reprendre les termes de l'accusation. Toutefois, ceci ne constitue pas une mesure corrective suffisante pour les victimes participantes, car pour ces victimes, ce qui est extrêmement important, c'est la poursuite de la procédure à l'encontre des accusés. En ce sens, les victimes ont exprimé clairement leur point de vue, à savoir non seulement la décision doit être infirmée et déclarée nulle et non avenue, mais également la Chambre d'appel devra déclarer que le procès a été entaché de vices sans préjudice, ce qui signifie qu'il sera ou il serait possible de diligenter une nouvelle procédure à l'encontre des deux accusés pour que les victimes puissent poursuivre leur quête de justice. Et comme vient de le dire Madame Brady, au vu de la gravité des erreurs identifiées et de leurs répercussions sur l'équité de la procédure, une déclaration de mistrial, à savoir déclaration suivant laquelle le procès a été entaché de vices, est la mesure corrective la plus appropriée. La Chambre a mal conduit le procès, la Chambre de première instance, et ce, en violation de l'article 64.2 du statut. Et il faut savoir qu'à cet égard, tel que cela a été indiqué dans les écritures au paragraphe 37 et au paragraphe suivant, en réponse aux questions de la Chambre d'appel, la Chambre peut avoir recours à ses pouvoirs inhérents et implicites pour parvenir à cette conclusion, notamment pour reprendre les propos de M. le juge Eboe et Osuji. La Chambre a tout à fait l'autorité pour déclarer que le procès a été entaché de vices sans préjudice si il est manifestement nécessaire de le faire et n'a pas besoin de constater une faute à l'encontre d'une partie en l'espèce. Nous avançons donc que la Chambre d'appel doit le faire et doit également fixer les critères d'équité et de diligence pour les futures affaires devant cette Cour. En dernier lieu, au sujet de la mesure corrective, mesdames, messieurs les juges, permettez-moi d'aborder une question qui est particulièrement importante pour les victimes participantes, car dans la décision récente de cette Chambre, décision relative à la requête de M. Gbagbo aux fins de reconsidération du jugement en examen des conditions de la mise en liberté des deux accusés, rendue le 28 mai 2020, la Chambre a indiqué que, et je cite le paragraphe 70 de la décision 1355, que, et je cite, la poursuite de la procédure sans la présence physique des accusés n'est empêchée ni par le statut s'il est correctement interprété, ni par les principes généraux de droit. Fin de la citation. Alors certes,
on peut envisager, et cela est autorisé, on peut envisager une procédure en l'absence de l'accusé, tel que cela a été déclaré récemment par la Chambre, et je cite à nouveau, en droit international et national, à condition que le droit à un procès équitable est scrupuleusement respecté. Fin de la citation, il s'agissait du paragraphe 71. Donc, ce cours d'événement pourrait être problématique, en tout cas au moins pour les victimes participantes, et ce, au vu des circonstances de l'affaire. À cet égard, vous vous souviendrez peut-être, mesdames, messieurs les juges, que dans le cadre des discussions relatives à la modification des conditions de mise en liberté des accusés, j'avais transmis à la Chambre les préoccupations des victimes qui ont exprimé leurs craintes et ont indiqué que si les accusés étaient mis en liberté et étaient autorisés à revenir en Côte d'Ivoire, ils pourraient chercher le pouvoir politique, et ce afin d'entraver tous les appels ou toute autre procédure devant cette cour. Le simple fait que ces deux accusés se retrouveront dans le pays, pour reprendre les propos d'une victime, attisera probablement l'animosité, sera une source d'intimidation et un obstacle pour les enquêtes et les poursuites s'il devait y avoir une nouvelle procédure. Les victimes ont également indiqué que si les accusés venaient à être réélus, ils pourraient avoir recours à leur pouvoir pour obstruer le cours de la justice devant la Cour et pour rendre impossible de nouvelles poursuites. Et les victimes ont réitéré leurs préoccupations après que soit rendue la décision du 28 mai 2020, car les victimes ont à nouveau insisté sur le fait que la simple présence des accusés en Côte d'Ivoire pourrait intimider ou pourrait être une source d'intimidation pour les victimes, leurs familles, les communautés touchées et tous les témoins potentiels. Et cela risquerait également d'obstruer les poursuites futures du fait de l'existence du réseau très actif dont disposent les accusés, sans pour autant qu'ils aient besoin d'entraver activement eux-mêmes cela. Monsieur le Président, cela met un terme à mon intervention au nom des victimes qui participent à cette affaire au sujet donc de la mesure corrective. Le Président, je vous remercie. Maître Massida, Maître Jacob, je vous prie. Le Président, Maître Altit ou Maître Jacob, c'est à vous d'avoir la parole maintenant. Président, vous aviez tout à fait raison, c'est le professeur Jacobs qui va intervenir sur ce point. Mr. Jacobs, you have 20 minutes. Le Président, Maître Jacob, vous avez 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, en ce qui concerne le remède demandé à la Chambre par le procureur, le mistrial, il nous semble que la situation est claire. Premièrement, dans son mémoire d'appel, le procureur a explicitement demandé à la Chambre qu'elle déclare un mistrial, indiquant sans ambiguïté, et je cite le paragraphe 266 du mémoire d'appel du procureur, je cite, au lieu de demander à la chambre d'appel d'ordonner la poursuite du procès devant la chambre de première instance, ou d'ordonner un nouveau procès, ce qui serait une mesure possible, l'accusation demande que la chambre d'appel déclare le procès entaché de vice.
Cela laissera l'affaire entre les mains du procureur qui décidera alors de la marche à suivre pour que justice soit faite au mieux dans cette affaire. Fin de citation. La formulation adoptée par le procureur ne laisse aucune place au doute. Le mistrial est demandé au lieu d'ordonner un nouveau procès. Il n'y a dans cette citation aucune indication que le procureur aurait déjà décidé de conduire un nouveau procès. Dans ces circonstances, la position adoptée par le procureur lors de l'audience du 6 février dernier, ainsi qu'il y a quelques minutes, est surprenante. Puisqu'elle suggère que le procureur a toujours estimé vouloir faire un nouveau procès et qu'il n'y a eu aucun changement dans la position du procureur. Ce qui est à l'évidence pas le cas. Pour la défense, ce qui relève à l'évidence d'un changement de position, malgré les dénégations du procureur, doit juridiquement s'interpréter comme une tentative d'amender oralement, à l'occasion d'une audience qui d'ailleurs ne portait pas sur le fond de l'affaire, celle du 6 février dernier, une volonté d'amender le mémoire d'appel. Une telle tentative ne peut prospérer. Deuxièmement, autre point très clair, le procureur propose à la chambre d'appel de prononcer un remède qui n'est pas prévu en appel à la Cour pénale internationale, dans le statut de Rome. L'article 83.2 du statut donne une liste exhaustive des remèdes à la disposition de la chambre d'appel si elle devait constater des erreurs ayant affecté la décision attaquée. Le mistrial ne fait pas partie de ces remèdes. Troisièmement, le fait que le mistrial ne soit pas un remède approprié dans le cadre d'un appel est confirmé par la jurisprudence du TPY. Dans laquelle il a été considéré qu'une déclaration de mistrial n'est pas nécessaire ou disponible dans la phase d'appel d'un procès, d'une affaire. Je vous renvoie à la décision Stanisic et Zuklanin du TPY, au paragraphe 33. Mr. Jacobs, you have the... La greffière d'audience, Maître Jacob, vous avez la parole à nouveau. Vous m'entendez? We could always hear the interpretation. Le président, moi je suivais l'interprétation, donc quel a été le problème? Je ne sais pas, je poursuis dans ce cas. Yes, proceed. Le président, oui. Peut-être que vous avez appuyé sur le mauvais bouton, me semble-t-il.
Est-ce que vous pourriez poursuivre, maître? Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est la nature même de ce qu'est un mistrial qui conduit les juges à lui dénier la qualité de remède au stade de l'appel. En effet, un mistrial permet de mettre fin à une procédure, par exemple, sur la base de la violation d'un droit fondamental appartenant à un accusé, sans qu'il y ait jugement sur le fond. Cas de figure qui ne peut se produire qu'en première instance. Si les juges de première instance n'ont pas prononcé de mistrial et que la question de la violation d'un droit est posée à la chambre d'appel, les juges d'appel la traiteront sous l'angle d'un moyen classique et le remède appliqué sera le remède appliqué classiquement en appel et pas un mistrial. Quatrièmement, même si par hypothèse, la chambre d'appel devait considérer qu'elle peut prononcer un mistrial en appel, la défense rappellerait que ce concept, tel qu'il a été développé et appliqué dans l'affaire Routot, est inapplicable à la présente affaire. Dans l'affaire Routot, rappelons-le, les deux juges de la majorité considéraient que 1. Le procureur n'avait pas de cas, et 2. Qu'en principe, la conséquence logique d'un tel constat était une décision d'acquittement. Néanmoins, prenant en compte des interférences et pressions sur les témoins qui avaient eu lieu selon eux pendant le procès, la majorité décidait de déclarer un mistrial. Il est intéressant de noter la démarche suivie par le juge Ebou Souji dans son opinion séparée. Ayant rappelé d'abord qu'il était d'accord avec le juge Frémer pour constater la faiblesse du cas du procureur, il poursuivait en se posant la question de savoir si la faiblesse de la preuve du procureur était due ou non à des interférences extérieures. Considérant qu'il était impossible de déterminer quel était l'impact des interférences extérieures sur la preuve du procureur, il était préférable de prononcer un mistrial. Et je vous renvoie au paragraphe 2 des raisons du juge Ebou Souji dans l'affaire Routot. Ce raisonnement est à l'évidence inapplicable ici. À aucun moment, le procureur n'allègue, dans son mémoire d'appel, avoir rencontré de quelconque difficulté dans la présentation de son cas en raison d'interférences extérieures. Le procureur a pu enquêter pendant des années, avec l'entier soutien du nouveau régime ivoirien. Et lors du procès, il a pu présenter de façon libre et exhaustive sa preuve, et notamment faire venir à la barre tous les témoins qu'il avait jugé utile d'appeler. Il n'y a ici donc aucun doute. La faiblesse de la preuve du procureur est uniquement due à l'incapacité du procureur de construire un cas solide et convaincant. Cette faiblesse, comme l'ont rappelé les juges de la majorité, est intrinsèque au cas du procureur. Ce ne sont pas les juges qui, en évaluant mal les éléments de preuve qui leur étaient présentés, n'auraient pas su saisir l'intérêt de cette preuve.
C'est tout simplement qu'il n'y avait pas de preuve du tout. Cela n'a rien à voir avec la manière dont a été conduite la procédure de No Case to Answer. Preuve en est déjà qu'en 2013, en prononçant l'ajournement de l'audience de confirmation des charges, la Chambre préliminaire constatait la faiblesse de la preuve du procureur, notamment en ce qui concernait les éléments contextuels des crimes contre l'humanité. Et je vous renvoie au paragraphe 35 de la décision d'ajournement, écriture 432. C'est ce même constat qu'ont fait à leur tour tous les juges de la majorité dans leur décision d'acquittement. Constat fondé sur l'analyse rigoureuse et complète de la preuve du procureur. Je note en passant qu'en s'appuyant ici, à mauvais escient, sur la jurisprudence Routot, le procureur concède en réalité ne pas avoir de cas. Puisque dans l'affaire Routot, le mestral était prononcé comme substitut de l'acquittement. Ici donc, la demande de mestral signifie ipso facto que le procureur reconnaît ne pas avoir de cas. Cinquièmement et enfin, dans la mesure où le procureur ne remet pas en cause l'acquittement, et j'en profite pour répondre rapidement à l'intervention de Mme Ellen Brady tout à l'heure, qui dit qu'elle remet en cause l'acquittement, l'appel est très clair, le mémoire d'appel est très clair sur le fait que les conclusions de la Chambre, les conclusions générales de la Chambre, ne sont pas remises en cause, ni le standard de preuve, ni les conclusions générales de la Chambre. Le fait que le procureur remette en cause de manière périphérique et formelle l'acquittement ne veut pas dire qu'elle remet en cause le fond de l'acquittement, puisqu'elle ne soulève aucun moyen de droit ou de fait qui remettrait en cause les conclusions de la Chambre sur la responsabilité, sur les modes de responsabilité, sur l'absence de plan commun, sur l'absence de politique, sur la faiblesse de la preuve. Madame Reddy dit qu'on ne peut exiger de l'appelant de présenter des erreurs de fait. C'est vrai. Mais en l'absence de telles erreurs alléguées, il convient de constater que le procureur ne remet pas en cause les conclusions factuelles. Le président, Maître Jacob, vous en avez pour combien de minutes encore? Une minute, Monsieur le Président. 1 ou 2 minutes. Thank you. Le président, merci. Et donc, nous maintenons qu'à la lecture simple de l'appel du procureur, il faut constater qu'elle ne remet pas en cause l'acquittement, le fond de l'acquittement. Et c'est pour ça que dans ces conditions, demander à la Chambre de prononcer un mistrial constitue un abus de procédure, puisqu'alors Laurent Gbagbo acquitté ne bénéficierait pas des protections que lui accorde le statut en matière de non bis in idem et serait bien à la merci du procureur. Enfin, un mot sur ce qu'a dit la représentante légale des victimes tout à l'heure. Et je paraphrase, vous m'excuserez sans l'absence de transcrit, qui a affirmé que malgré les acquittements, les victimes pensent qu'elles auront la justice un jour. Par rapport à ce que je disais l'autre jour, la LRV ne peut pas être plus claire. Cette phrase ne veut dire qu'une seule chose, que pour la représentante légale des victimes, justice égale condamnation.
ce qui est la négation d'un processus judiciaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you. Le président, merci beaucoup. Monsieur Jacobs. Maître Knops, nous allons lever la séance à 12h45, donc 5 minutes. Donc, bon, nous épuisons tout le temps à notre disposition, malgré tout. Donc, je vais vous donner la parole dès maintenant et puis vous poursuivrez après la pause. Je vous en prie. Maître Knops, Monsieur le Président, si je promets d'en terminer en 10 minutes, en une seule fois, moi je préférerais intervenir en une seule fois. 20 minutes. Donc, je pense que j'en aurai pour 15 minutes. 15 minutes. Eh bien, commencez et puis je vous arrêterai lorsqu'il sera l'heure. Monsieur le Président, au paragraphe 43 des réponses de l'accusation, la Chambre trouvera que l'appel de l'accusation n'est pas effectif. Enfin, il n'y a pas de contestation de cela. L'accusation, à la lumière des constatations qui ont été faites, l'accusation n'a pas d'argument pour contester la décision. Et alors, elle a choisi la stratégie de procéder avec des erreurs de procédure alléguées, de manière à pouvoir obtenir une déclaration de vice de procédure et puis, grâce à cela, pouvoir entamer un nouveau procès. Et l'accusation, aujourd'hui encore, nous a dit que c'était bien là leur objectif. L'accusation sait en effet que, étant donné l'état du dossier actuellement, il n'y aurait pas de possibilité d'un nouveau procès. Et vous avez, et si vous rejetiez les erreurs de procédure, eh bien, on pourrait conclure qu'une chambre raisonnable aurait pu prononcer la condamnation. Mais c'est bien là tout le cœur de la question. Paragraphe 57 de ces écritures du 22 mai. À ce paragraphe, l'accusation demande une déclaration en vice de procédure, mais également un nouveau procès. Et il y aurait donc de nouvelles charges présentées devant la Chambre de première instance. Et là, je reviendrai après la pause sur le principe de l'égalité. Bien entendu, l'accusation dans ce scénario introduira naturellement de nouvelles charges, de nouveaux éléments de preuve. Parce que sinon, comment est-ce qu'une chambre de première instance pourrait confirmer des charges? Alors, M. Blais-Goudet, dans quelques années, parce que le scénario que nous présentons n'est pas pessimiste du tout. Nous savons très bien combien de temps cela prend ici devant cette Cour de présenter de nouvelles charges devant une chambre préliminaire. Et une fois que les charges auront été confirmées devant la chambre préliminaire, combien de temps il faudra pour commencer les débats? Alors, l'accusation, en fait, obtient une deuxième chance. Ils ne s'en tiendront pas au crime contre l'humanité. Ils développeront, bien entendu, tout le monde dans cette cour. Moi, si j'étais le procureur, je ferais la même chose. J'essaierais de faire aller la chambre d'appel à faire une déclaration en procès entaché de vice.
Il n'y a pas d'erreur factuelle. Les 6 incidents sont qualifiés de mini-erreurs de la part de l'accusation. Et je cite le paragraphe 43 de l'accusation dans ses réponses aux questions. Donc, je vous en prie, Monsieur le Président, c'est bien là la réalité que nous avons. Je parlerai du principe de l'égalité et de cette manière de procéder de l'accusation après la pause. Le Président, merci. Il est maintenant 12h45. Nous allons lever la séance et nous nous retrouverons à 13h30. Je lève la séance. Veuillez vous lever.